Alors, je vous ai manqué? Et bien sachez que moi aussi vous m'avez manqué. Et là voilà la suite de l'épisode 1 de Susan Smith. Pour en savoir plus sur les profondeurs de l'esprit torturé de Susan Smith qui l'y ont poussé à tuer ses enfants et à commettre cet horrible infanticide. Si vous voulez en savoir plus, c'est ici. Par contre, je vous recommande de vivement voir le premier épisode si vous ne l'avez pas vu, ou de le revoir pour vous remettre bien en mémoire tous les éléments importants qui vont vous permettre de comprendre l'analyse qui va suivre. Et pour tous ceux qui sont prêts, et bah c'est parti, on se retrouve après le générique. Maintenant que nous avons tous les éléments en main, nous allons pouvoir essayer d'analyser le profil psychologique de Susan Smith. Nous allons d'abord nous référer à ce qui a été dit durant le procès. Vous avez plusieurs profils, comme on a pu le voir précédemment. On a les profils qui ont été proposés par le procureur et les profils qui ont été proposés par la défense. Alors, on va d'abord voir ce que le procureur et l'enquête du coup a proposé durant le procès, qu'est-ce que les experts psychologues ont pu donner comme profil de Susan Smith, et nous allons analyser grâce à mon meilleur ami que voici, le DSM. Ici c'est le 5, celui qui est plus souvent référé c'est le 4, mais le 5 n'a pas énormément de grande différence. En fait, pour comprendre, le DSM c'est un peu la bible de tous les psychologues, de tous ceux qui étudient la psychologie ou qui de toute façon même sont professionnels dans ce milieu, parce que c'est ce qui permet de voir un peu comme le Vidal. Ça représente le bouquin qui rassemble tous les profils psychologiques, que ce soit pathologiques ou non, sont inscrits là-dedans. Donc, moi je l'ai acheté pendant mes études, mais ça coûte très cher. donc il faut en prendre soin, même s'il est un peu abîmé. Et en fait, c'est grâce à ça que on va, que moi en tout cas, je vais vous donner mon avis par rapport à ce qui a été dit durant le procès. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons voir d'abord le profil psychologique donné par les experts de l'accusation. Alors nous avons plusieurs profils. D'abord le premier, il s'agit d'une personnalité antisociale. Alors qu'est-ce qu'une personnalité antisociale ? C'est un profil psychologique où la personne a un mépris général et transgresse le droit d'autrui, c'est-à-dire que en fait, tout ce qui concerne le bien-être et des autres et le fait de respecter la vie des autres, en général, d'après la morale classique et même légale, cette personne s'en fiche complètement. Ça ne la touche pas en fait, c'est même pas qu'elle s'en fiche, c'est qu'en fait ça ne lui parle pas, ça ne lui évoque rien. Ce genre de profil en fait se manifeste sur plusieurs points, et en fait à chaque fois dans le DSM vous allez avoir une liste de points pour chaque profil pathologique, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les points pour être concerné par ce profil. Il faut avoir, par exemple ici, il faut avoir un minimum de 5 de ces cas. Alors je vais les énumérer, on va voir ensemble si ça correspond au profil de Susan Smith par rapport à ce qu'on sait. Alors,
Le premier point, c'est la capacité de se conformer aux normes sociales qui déterminent les comportements légaux, comme l'indique la répétition des comportements passibles d'arrestation. Alors là, on voit bien que, par exemple, ça ne semble pas correspondre à Susan Smith pour la bonne raison que elle a un travail et qu'elle a l'air d'être très bien intégrée dans la société. Elle a eu des récompenses comme personne la plus gentille, la plus sympathique. Donc ça ne correspond pas vraiment à ce profil-là, même si c'était dans sa jeunesse. Elle a fait en sorte d'être une personne que les gens aiment, a priori de ce que l'on sait. Ensuite, tendance à tromper par profit ou par plaisir, indiquée par des mensonges répétés, l'utilisation de pseudonymes ou des escroqueries. Alors, on n'a absolument pas entendu parler de quelconque casier judiciaire en ce qui concerne Susan Smith, même pour des petits délits. Après, moi je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus, mais du coup c'est vrai qu'on ne peut pas affirmer que ce n'est pas le cas, mais je pense que ce serait ressorti dans le procès si effectivement il y avait des antécédents de délinquance, de petite délinquance. Cependant, le fait d'avoir menti sur la mort de ses enfants en faisant accuser quelqu'un d'autre, dont notamment un homme noir qui n'existait pas, et l'histoire du carjacking, est en soi une forme d'escroquerie, ce qui peut nous permettre de penser que finalement, même si nous n'avons pas d'antécédents sur son passé judiciaire, l'escroquerie a peut-être débuté à ce moment-là, durant le meurtre de ses propres enfants. Ensuite, impulsivité ou incapacité à planifier à l'avance. Ça aussi, ça ne correspond pas très bien parce qu'en fait, on voit qu'elle a pu évoluer professionnellement et qu'elle est quand même secrétaire de direction et que si elle n'avait pas les capacités de planifier, je pense qu'elle n'aurait pas pu avoir ce boulot, tout simplement. Ensuite, irritabilité, agressivité est indiquée par la répétition de bagarres ou d'agressions. C'est pareil que pour le point précédent, c'est-à-dire que on n'a pas de traces indiquant qu'elle a été violente auparavant, mis à part ce crime qui est d'infanticide, il n'y a eu aucun antécédent de violence connu. Donc on ne peut pas non plus le mettre dans la liste. Ensuite, mépris inconsidéré pour sa sécurité et celle d'autrui. Il y a effectivement chez Suzanne un certain mépris de la sécurité, de sa propre sécurité et celle d'autrui, puisqu'elle a mis en danger sa propre vie en essayant à plusieurs fois de se suicider, et effectivement, bien entendu, quand elle a tué ses propres enfants. Ensuite, irresponsabilité persistante, indiquée par l'incapacité répétée d'assumer un emploi stable ou d'honorer des obligations financières. Là, c'est pareil, ça contredit complètement son évolution et sa promotion professionnelle, puisque non mais en plus, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup changé d'emploi, elle a changé de magasin dans lequel elle travaillait parce que plutôt conflit personnel avec son ancien mari, mais il n'y a aucune raison autre. Et en plus, dans ce second travail, elle a évolué et elle a été promue, donc ça ne fonctionne pas non plus. Et enfin, absence de remords indiquée par le fait d'être indifférent ou de justifier après avoir blessé, maltraité ou volé autrui. Alors, pour ce cas-là, c'est assez complexe parce qu'il est difficile de savoir si elle a réellement eu des remords en ce qui concerne la mort de ses enfants. Le texte que je vous ai lu par rapport à ce qu'elle a ressenti tend à dire qu'elle a énormément de regrets. Elle a montré qu'elle avait des regrets par rapport dans le procès et c'est ce qu'elle a voulu montrer. Mais à savoir si c'était réel ou pas, ou si c'était joué pour essayer d'avoir une peine moins lourde, on ne peut pas vraiment le savoir. Mais c'est vrai qu'ici que ça reste un peu douteux, surtout quand je vais vous expliquer plus tard quel a été l'enchaînement des événements, même une fois emprisonnée. Donc
déjà on peut voir que son profil antisocial ne correspond pas forcément à au profil de Susan Smith. Alors pourquoi il a été émis dans le procès? Et c'est là que je dirais, c'est certainement parce que, comme je vous le disais au tout début de cet épisode, le cas de Susan Smith est un peu particulier. Il y a d'autres cas comme le sien, mais dans le cas d'infanticide par la mère, la plupart du temps, il y a des antécédents de maltraitance sur les enfants qui ont été tués. Or, là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une mort suite à des maltraitances répétées. C'est un cas de violence à un point, à un jour J, et qui ne résonne pas sur le reste de sa vie en tant que mère. Il n'y a pas eu de point marquant et indiquant que c'était une mauvaise mère. C'est bien pour ça que ça a d'ailleurs choqué son entourage. Donc, tous ces points-là, c'est parce que je pense que durant le procès, on a ressorti le profil type des parents qui tuent leurs enfants, à savoir des parents maltraitants. Mais quand on regarde dans le détail, ça ne semble pas, en tout cas, fitter avec le profil de Susan Smith. Ensuite, ils ont proposé un autre profil, le profil narcissique. Nous allons voir ensemble donc le profil narcissique. À quoi ressemble un profil narcissique? Alors un profil narcissique, de façon générale, c'est quelqu'un qui a un comportement grandiose, qui a besoin d'être admiré, qui manque beaucoup d'empathie puisque ça n'a pas de place dans son esprit, l'empathie pour pouvoir se centrer sur soi-même. Et souvent ça apparaît vers le début de l'âge adulte. Donc on va voir si ça peut fitter. Comme pour le cas précédent, nous allons voir les différents points pour savoir s'il y a au moins 5 de ces points qui correspondraient à Susan Smith. Donc, nous avons le premier point qui est le sujet a un sens grandiose de sa propre importance, comme par exemple surestime de ses réalisations et ses capacités et s'attend à être reconnu comme supérieur sans avoir accompli quelque chose en rapport. Alors ça, on ne peut pas trop le savoir parce qu'il faudrait savoir comment elle se comportait par exemple dans son travail. On ne sait pas comment elle était dans son travail, effectivement, donc il est difficile de voir si elle s'appropriait par exemple le travail des autres ou on ne sait pas si elle a monté les échelons parce qu'elle était quelqu'un qui centrait tout sur elle. Mais si elle a eu un prix, si elle était importante dans la communauté, je pense que elle arrivait au moins à faire assez profil bas pour que les gens l'aiment, parce que généralement les personnes narcissiques ont des difficultés à être réellement aimées dans une communauté parce qu'il y a une forme de rancœur. Mais il est difficile de savoir si c'est vrai ou non en ce qui concerne Susan Smith. Ensuite, est absorbée par la fantaisie du succès illimité, le pouvoir, la splendeur, la beauté ou l'amour idéal. C'est pareil, c'est un peu compliqué de se dire que c'est le cas de Susan Smith. On pourrait penser que d'un certain point de vue, c'est possible car elle s'est intéressée à des hommes de pouvoir, à savoir il y avait David, son mari, qui était quand même gérant du magasin dans lequel elle travaillait. Ensuite, Tom Finlay était lui-même le fils du directeur du magasin, qui était le plus grand magasin d'Union. Et enfin, là ça reste un peu plus compliqué, la relation qu'elle a maintenue avec Beverly, son beau-père, ça reste une relation malsaine certes, mais qui était avec aussi un homme de pouvoir, politiquement parlant, et dans la communauté de Union aussi. Donc effectivement, elle fréquente des hommes de pouvoir. Est-ce qu'on peut l'assimiler à ce point? En tout cas, on peut le retenir en tout cas. Ensuite, pense être spécial et unique et ne peut être admis ou compris que par des institutions ou des gens spéciaux et de haut niveau.
Alors, comme on l'a dit précédemment, c'est un peu... Si on admet le point précédent, cela match aussi, parce que du coup, elle pourrait considérer qu'elle n'a besoin de fréquenter que des personnes importantes, comme les hommes qu'elle a fréquentés, parce qu'elle était quelqu'un de spécial qui méritait de vivre et de voir des relations qu'avec ce type d'homme. Donc ça peut effectivement fonctionner. Ensuite, un besoin excessif d'être admirée. Cela aussi peut fonctionner étant donné qu'elle a un besoin, on voit dans la multiplication de ses relations avec les hommes, qu'elle a un besoin effectivement d'être en compagnie d'hommes et d'être admirée par les hommes, de ce fait, a priori, donc ce point aussi peut effectivement matcher. Ensuite, pense que tout lui est dû, s'attend sans raison à bénéficier d'un traitement particulièrement favorable et à ce que ses désirs soient automatiquement satisfaits. Ça, on ne peut pas trop le savoir parce qu'on ne connaît pas assez bien Susan Smith, on n'a pas assez d'informations sur elle pour savoir ça. Donc c'est pareil, ce point reste flou. Ensuite, exploite l'autre dans les relations interpersonnelles, utilise autrui pour parvenir à ses propres fins. C'est la même chose sur ce point, on ne la connaît pas assez bien, on ne sait pas comment ses relations, aussi bien intrafamiliales que professionnelles qu'avec ses amis, on ne les connaît pas assez pour savoir quel type de relation elle a avec son entourage. Donc on ne peut pas répondre à ce point. Manque d'empathie, n'est pas disposé à reconnaître ou à partager les sentiments et les besoins d'autrui. C'est comme le premier profil présenté, c'est qu'on ne sait pas, on n'arrive pas à savoir si elle a réellement eu de l'empathie, parce que plusieurs personnes considèrent qu'elle a surjoué le fait de regretter d'avoir tué ses enfants, et que finalement elle n'avait pas vraiment de regrets actuellement. Mais quand on voit des fois les vidéos, le texte que je vous ai lu, quand on écoute le texte, quand on regarde les mots, ça semble être sincère, mais quand on décortique l'attitude d'avoir menti sur ce qui s'était passé et d'avoir quand même tenu plusieurs jours à faire un appel à témoins pour retrouver ses enfants alors qu'elle savait pertinemment qu'ils étaient morts puisqu'elle les avait tués, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de doutes par rapport à ça du coup. Donc c'est pareil, on peut retenir ce point de manque d'empathie. Ensuite, envie souvent les autres et croit que les autres l'envient. Pareil, on ne connaît pas assez Susan Smith pour ça, mais c'est pas à exclure, mais on n'a pas de preuve de ça. Donc pour l'instant, on ne peut pas rajouter ce point. Et enfin, fait preuve d'attitude et de comportement arrogant et hautain. Pareil, on n'a pas assez de témoignages de son entourage pour savoir quel comportement elle avait avec les autres. Donc ce profil qui a été présenté par les procureurs est déjà un petit peu plus proche de la réalité, même s'il y a encore beaucoup de points de flou qui ne permettent pas de dire qu'elle est réellement narcissique. Mais par rapport au premier profil, il est déjà un peu plus cohérent. Ensuite, la défense. La défense a dépeint un tout autre personnage. C'est normal parce que sinon, il n'allait pas gagner le procès comme il l'aurait voulu. Et en fait, ils ont donc dépeint deux autres profils que voici. Nous avons trouble dépressif majeur. Alors, le trouble dépressif majeur, c'est clairement vrai en fait, puisqu'on peut remarquer tout au long de sa vie qu'elle a fait plusieurs tentatives de suicide, qu'elle a plusieurs traumatismes. Il y a d'abord eu le suicide de son père, où elle s'est détachée de son entourage, elle s'est renfermée sur elle-même et elle a fait une première tentative de suicide. Ensuite, nous avons les abus sexuels de son beau-père, Beverly, qui l'ont poussée à changer radicalement de comportement, mais même si elle a voulu se donner
cette image de personne plus conviviale, plus proche des autres, malheureusement, ça n'a pas atténué sa dépression puisqu'elle a refait une tentative de suicide. Et enfin, son instabilité émotionnelle avec ses relations avec les hommes, ça peut porter à croire que ça peut être lié aussi à son état dépressif. Et enfin, l'acte d'infanticide était peut-être réellement un suicide qu'elle voulait faire avec ses propres enfants et qu'elle n'a juste pas réussi à se suicider elle-même une fois ses enfants morts. Ça pourrait correspondre effectivement à un profil dépressif. Le meurtre est-il lié réellement à ce profil dépressif? Ça reste possible. On ne peut pas rejeter comme on ne peut pas réellement affirmer puisqu'on n'a pas analysé nous-mêmes cette personne et nous ne sommes pas des professionnels de toute façon, mais ça reste cohérent. Ça reste pas forcément cohérent avec la suite et avec le fait que beaucoup pensent qu'elle n'a pas assez pleuré ses enfants et que du coup ça paraît pas comme quelqu'un qui a un réel regret de les avoir tués. Mais après, c'est plus là, ça relève plus du ressenti personnel de chacun. Donc on ne peut pas juger là-dessus. Mais son état dépressif est existant, ça c'est sûr. En est-il la cause de l'infanticide? Ça, c'est moins sûr. C'est autre chose parce que au final, elle ne s'est pas suicidée. Donc on peut savoir. Et pourtant, le choc dans le moment d'avoir perdu ses enfants, si c'était pour vivre sans et pour les sauver comme elle le disait, et les sauver d'une vie difficile et qu'elle voulait se sauver elle-même de cette vie difficile, elle aurait dû mettre fin à ses jours, je pense. Mais c'est vrai que c'est pas si évident que ça et que on peut pas, pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments pour savoir si c'est vraiment lié. Le second profil qui a été donné par la défense, le deuxième profil que la défense a dépeint d'après ses experts, c'était le profil de la personne dépendante. Alors qu'est-ce qu'une personne dépendante? On va le voir tout de suite. Alors une personne dépendante, c'est quelqu'un qui a un besoin excessif d'être pris en charge par quelqu'un d'autre. De ce fait, elle se retrouve à avoir un comportement de personne soumise et qu'on pourrait qualifier de collante en fait. Tout ceci est dû au fait d'avoir une peur maladive de la séparation et d'être seul. Alors, voyons voir les différents points qui définissent ce profil. Le sujet a du mal à prendre des décisions dans la vie courante sans être rassuré ou conseillé de manière excessive par autrui. On ne peut pas vraiment savoir par rapport à ses relations. Après, il est vrai qu'elle a été entourée de personnes tout le long de sa vie, personnes décisionnaires, de personnes importantes. Il y a eu son beau-père, il y a eu son premier mari, il y a eu Tom Finlay, il y a eu aussi cet homme marié. Ce sont des personnes qui, d'après moi, pourraient sembler être des personnes de décision, qui ont un profil de décideur. Donc il est possible que ce point rentre en compte dans le profil de Susan Smith. Ensuite, a besoin que d'autres personnes assument les responsabilités dans la plupart des domaines importants de sa vie. On n'a pas assez d'éléments pour déterminer si c'est vrai ou pas. Ensuite, a du mal à exprimer un désaccord avec autrui de peur de perdre son soutien ou son approbation. Alors ça, on peut le voir par rapport, par exemple, à la fameuse lettre de Tom Finney qui explique à Suzanne qu'il ne peut pas vivre avec elle parce qu'elle a des enfants. Et ça expliquerait pourquoi elle a donc éliminé ses enfants. C'est qu'elle ne peut pas aller à l'encontre de sa relation et du point qui empêcherait sa relation. Et aussi dans l'exemple de Beverly, son beau-père, puisque malgré les abus qui a priori elle n'était pas consentante au début de leur relation puisqu'elle était mineure,
Et elle en a parlé les 2 fois et elle n'a pas porté plainte la deuxième fois justement parce qu'elle a abandonné. Et je pense qu'elle a abandonné parce qu'elle ne voulait pas être en désaccord avec Beverly et qu'elle a continué cette relation jusqu'à 2 mois avant les meurtres quand même. Ensuite, elle a du mal à initier des projets ou à faire des choses seule par manque de confiance en son propre jugement ou en ses propres capacités plutôt que par manque de motivation ou d'énergie. Ce point-là, je ne pense pas que ce soit vrai puisqu'elle a quand même été promue, donc elle a avancé professionnellement, elle est allée de l'avant, sauf si elle a été poussée par les hommes de son entourage. Mais ça, on ne peut pas avoir la preuve du coup. Donc, c'est un petit bémol là-dessus, on ne peut pas savoir si on le prend ou pas. Ensuite, cherche à outrance à obtenir le soutien et l'appui d'autrui, au point de faire volontairement des choses désagréables. Alors ça aussi, ça peut être pris en compte parce que le fait de continuer sa relation avec Beverly quand elle était jeune, plus tard on ne peut pas savoir, mais en tout cas quand elle était jeune au début des abus, ça pourrait correspondre au fait de ne pas avoir la volonté de s'opposer même si elle subit quelque chose de désagréable. Le fait qu'elle continue des relations avec David alors que ils se trompent mutuellement, qu'il y a, on le remarque bien, ils se sont tellement séparés, ils ont tellement eu des relations extra-conjugales qu'il n'y avait pas d'intérêt à continuer ce type de relation et qu'elle l'a maintenu malgré que ça devait être une situation désagréable. Donc on peut prendre ce point comme étant faisant partie du profil de Suzanne. Ensuite, se sent mal à l'aise ou impuissant quand il est seul, par crainte exagérée d'être incapable de se débrouiller. Alors ça, c'est assez possible et ça expliquerait pourquoi Suzanne, tout au long de sa vie, à partir du moment où elle a commencé à avoir une vie sexuelle, elle a eu plusieurs relations avec plusieurs hommes parallèlement, en même temps, et ça correspondrait peut-être à ce point, effectivement. Enfin, lorsqu'une relation proche se termine, cherche de manière urgente à une autre relation qui puisse assurer les soins et le soutien dont il a besoin. Et là, effectivement, ça matche parfaitement, puisque on l'a vu juste avant, comme je l'ai dit, elle enchaîne les relations en fait. Elle ne peut pas être seule, et pour s'assurer de ne pas être seule, elle a plusieurs relations en même temps. Enfin, est préoccupée de manière irréaliste par la crainte d'être laissée à se débrouiller seule. Donc c'est la même chose aussi, on peut dire que cette personnalité de dépendance affective, elle match un peu en fait. Je dirais même qu'elle match parfaitement, donc c'est un des profils aussi à retenir. Donc on peut comprendre que la défense a finalement donné une bonne expertise a priori. Pour ça ne veut pas dire pour autant que Susan Smith est quelqu'un qui est irréprochable et qu'on peut excuser. Pas du tout. C'est reste quelqu'un de dangereux puisqu'elle a le profil de quelqu'un qui peut aller jusqu'à tuer ses enfants, a priori, pour ne pas être abandonné dans ses relations. Donc c'est quand même quelque chose qui reste dangereux. Ensuite, moi, suite à ces profils-là qu'on a analysés ensemble, j'ai aussi repéré d'autres profils qui n'ont pas été cités dans le procès, mais qui, je trouve, restent pertinents par rapport à ce que l'on sait sur Susan Smith. Enfin, j'ai retenu d'abord le profil dépressif, qui est indéniable. Le profil qu'on vient de dépeindre de personnes dépendantes est intéressant aussi. Et je voudrais rajouter, moi, personnellement, le profil borderline. Alors, le profil borderline, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des personnes qui ont un mode général d'instabilité dans leur relation avec les gens. Ils ont une image d'eux qui est complètement déformée et des affects avec une impulsivité assez marquée. C'est un état qui apparaît plutôt au début de l'âge adulte. Donc nous allons développer les différents points de ce profil pour savoir si ça matche ou pas. Donc le premier point, c'est effort effréné pour éviter les abandons réels et imaginés. Donc on a vu avec tous les autres profils que c'est le cas avec les relations qu'elle a enchaînées jusqu'alors.
Ensuite, mode de relation interpersonnelle instable et intense, caractérisé par l'alternance entre positions extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation. Ça pourrait aussi matcher étant donné la relation qu'elle a eue par exemple avec David, qui était parti d'une forme d'idéal de la famille, notamment quand ils ont effectivement acheté cette maison familiale. Ils ont même divorcé, ce qui montre bien qu'il y a une certaine instabilité entre le fait d'acheter une maison familiale et quelques temps après se séparer définitivement. Ensuite, nous avons perturbation de l'identité, instabilité marquée et persistante de l'image ou de la notion de soi. Ça, c'est un peu délicat puisqu'il faudrait avoir eu en face à face avec Susan Smith, et puis on n'est pas spécialiste, mais on peut noter que effectivement les abus sexuels qu'a pu subir Susan Smith avec son beau-père, sachant que leur relation s'est poursuivie alors qu'elle partait quand même d'une relation incestueuse, a priori non consentie, sinon Susan Smith n'aurait pas porté plainte une première fois, puis fait appel à demander de l'aide en tout cas. Donc on peut voir à ce moment-là qu'effectivement elle a une notion de la relation avec les autres qui est perturbée et très endommagée, on va dire, et du coup déformée, ce qui peut induire le fait qu'elle ait une image d'elle-même très déformée. Ensuite, nous avons impulsivité dans au moins 2 domaines potentiellement dommageables. Pour le sujet suivant, vous avez des exemples, donc il y a sexualité, toxicomanie, conduite automanie dangereuse, crise de boulimie, etc. etc. Alors, ici, on va en identifier un en particulier, c'est la sexualité. Elle a une sexualité très développée, donc on peut prendre en compte que ce point est pris en charge. Après, pour un autre domaine, nous n'avons pas assez d'informations pour savoir s'il y a d'autres effets récurrents et dommageables que Susan Smith opérait dans sa vie. Répétition de comportements, de gestes ou de menaces suicidaires ou d'automutilation. Là, ça matche parfaitement. Les tentatives de suicide le prouvent particulièrement bien. Instabilité affective due à une réactivité marquée de l'humeur. Ça, on n'a pas assez d'informations, mais l'instabilité dans sa relation, notamment avec David, qui passe du famille heureuse, qui achète une maison, à séparation, au fait qu'ils se remettent ensemble, qu'ils se séparent, que David est notifié que Suzanne le mettait à l'écart parfois, peut matcher avec ce point de caractère. Ensuite, sentiment chronique de vide. Ça pourrait fonctionner par rapport à son état dépressif notamment, et le fait qu'elle ait besoin d'être tout le temps avec quelqu'un pour combler un vide. Donc cela pourrait correspondre aussi. Colère intense et inappropriée ou difficulté à contrôler sa colère. On n'a pas assez d'éléments pour le dire puisque ça concerne les relations qu'elle pourrait avoir avec son entourage. Donc je n'ai pas d'éléments là-dessus pour le confirmer. Et enfin, survenue transitoire dans des situations de stress d'une idéation persécutoire ou symptômes dissociatifs sévères. On peut effectivement très bien imaginer qu'il y a eu dissociation sévère par rapport au meurtre lui-même, à savoir au moment où Susan Smith a tué ses 2 enfants en les noyant, elle a agi peut-être de façon automatique. Ce que je veux dire par là, c'est que elle s'est complètement dissociée pour pouvoir faire ce qu'elle avait à faire, à savoir éliminer ses enfants. Elle y était attachée, mais à ce moment-là, elle devait s'en débarrasser parce qu'elle avait besoin de rester avec Tom Finlay. Donc elle s'est dissociée, enfin c'est ce que je pense. Elle s'est peut-être dissociée pour pouvoir achever sa besogne d'éliminer ses enfants en les noyant lorsqu'elle les a laissés dans la voiture, qu'ils étaient attachés, qu'elle a desserré le frein à main, qu'elle a poussé la voiture dans le lac.
ça résonne un peu comme des gestes automatiques qui n'appellent pas forcément à du sadisme, puisque il n'y a pas de raison sadique derrière cette action. Et ça peut effectivement être là l'issue d'un symptôme dissociatif sévère de sa personne. Mis à part les quelques points qu'on ne peut pas identifier car on n'a pas assez d'éléments, on peut remarquer qu'il y a quand même plusieurs choses qui matchent avec cette personnalité. Donc c'est pour ça que je l'ai retenue, qu'elle est intéressante. Et j'en ai retenu une autre qui est la personnalité histrionique. Et ce sera la dernière. Alors, la personnalité histrionique. La personnalité histrionique, c'est ce qu'on en appelait avant l'hystérie. Mais comme ce mot a été utilisé à tort et à travers pour en gros définir une femme qui aurait ce qu'on appelait des crises d'hystérie, des crises de folie, et ça a donné une image extrêmement négative et surtout ça a complètement déformé la pathologie elle-même. Donc elle s'appelle aujourd'hui histrionie pour faire la différence et c'est une réelle pathologie, ce n'est pas quelque chose que l'on attitre à une femme comme on faisait à une certaine époque pour l'enfermer et pour juste dire elle est folle et qu'on utilisait pour cacher certaines formes de maladies. Ça, c'est une autre histoire, on en reparlera dans un autre sujet. Alors, pour ce qui est de l'histrionie, c'est en fait, selon la définition du DSM-5, c'est réponse émotionnelle excessive et quête d'attention qui apparaît au début de l'âge adulte. En fait, c'est vraiment une pathologie qui fait qu'une femme va exagérer beaucoup de traits de son caractère, beaucoup de traits de caractère pour pouvoir attirer l'attention parce que c'est pathologiquement un besoin d'être le centre d'intérêt, tout simplement. Alors on va voir point par point. Alors le sujet est mal à l'aise dans les situations où il n'est pas au centre de l'attention d'autrui. On a remarqué effectivement qu'elle a changé à partir de l'adolescence et qu'elle a beaucoup... donc elle s'est intégrée dans son groupe d'amis, elle a gagné un prix de gentillesse, de personnes aimables, elle s'est beaucoup investie dans la communauté et tout ça, ce sont des faits de mise en avant et notamment en ayant des postes importants, en fréquentant des gens importants. Donc tout ça, ça peut matcher avec la personnalité de Suzanne qui a transformé sa personnalité en quelqu'un qui se montre, et on le voit beaucoup aussi, notamment quand ses deux enfants ont disparu, quand elle est passée à la télé avec son mari, qu'elle a fait beaucoup d'interviews, qu'elle a fait beaucoup d'appels à témoins vidéo pour montrer qu'elle était là pour se montrer et alors qu'elle savait que ses enfants avaient vraiment disparu, ça aurait pu être identifié comme quelque chose pour se disculper, pour pas qu'on pense à elle, mais c'était tellement, il y a eu tellement vraiment d'interviews vidéo que on ressent plus le besoin de se montrer que de juste cacher son crime. Ensuite, il y a interaction avec autrui est souvent caractérisée par un comportement de séduction sexuelle inadapté ou une attitude provocante. On peut effectivement, comme pour les autres personnalités, matcher avec le fait qu'elle avait beaucoup de relations avec les hommes et que ça a pu être aussi déclenché par les abus sexuels qu'elle a subis dans son adolescence avec son beau-père. Ça peut arriver parfois, le fait que les abus sexuels marquent tellement, traumatisent tellement que la personne, la victime, va, pour se sauver en fait elle-même, s'hypersexualiser pour essayer de retrouver une forme de contrôle d'elle-même. À tort ou à raison, on ne peut pas juger parce que c'est une façon de s'en sortir tout simplement. Et effectivement, on peut associer son comportement à ce point de caractère qui est dans
qui est marqué chez les personnes histrioniques et qui sont souvent des personnes victimes d'abus sexuels d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, utilise régulièrement son aspect physique pour attirer l'attention sur soi. Susan Smith était quelqu'un de soigné, qui s'habillait bien, mais on va dire que avec les enfants qu'on a actuellement, on sait juste que c'est quelqu'un qui n'était pas négligé. De là à dire qu'elle se mettait en avant par les vêtements, pour l'instant, sa façon de s'habiller, son attitude, on n'en a pas réellement la preuve. Donc on ne peut pas réellement prendre ça en compte. Alors, manière de parler trop subjective, mais pauvre en détail. Franchement, là, sur ce point-là, c'est pareil, on n'a pas assez d'éléments pour observer ce point de caractère. Dramatisation, théâtralisme et exagération de l'expression émotionnelle. Ça peut correspondre quand on pense aux interventions à la télé pour les appels à témoins, la façon dont elle pleurait, et aussi dans la fameuse citation de Susan Smith quand elle va justifier son acte, on va voir que son texte est extrêmement dramatisé. Elle se met un peu en avant en disant qu'elle remet ses enfants à Dieu, qu'elle a fait ça pour les sauver d'une vie misérable et horrible. Et on peut associer ça au fait que c'est quelqu'un qui dramatise les faits pour se mettre en avant. Donc ça peut très bien matcher et ça peut aussi du coup expliquer un début d'explication sur son acte. Ensuite, suggestibilité est facilement influencée par autrui ou par les circonstances. Elle est très influencée par les hommes qui l'entourent, les hommes qu'elle a fréquentés, les hommes de pouvoir notamment. On a l'impression qu'elle a facilement obéi à leur idéologie, à savoir d'abord par son beau-père. Quand elle s'est investie beaucoup dans la communauté, on peut s'en penser que c'est selon l'influence de son beau-père. Ensuite, le fait d'acheter la maison avec David, je pense que c'est aussi peut-être une influence de David, mais l'influence la plus marquée aussi, c'est celle de Tom Findlay, qui lui explique, même si c'est quelqu'un qu'il aime bien, il considère que ses enfants sont un obstacle. Et ça peut être la raison pour laquelle elle a tout simplement éliminé l'obstacle qui l'a relié à Tom Findlay. Donc ça peut complètement matcher. Et enfin, considère que les relations sont plus intimes quand elles ne le sont en réalité. Ça peut être vrai quand on pense aux amants particulièrement, notamment ses premières relations quand elle fréquentait à la fois son beau-père et ses deux collègues, dont un homme marié. Quand elle est tombée enceinte et que l'homme marié s'est séparé d'elle, elle a fait sa seconde tentative de suicide. Donc on peut imaginer que sa relation avec cet homme marié, elle la voyait un peu plus importante que lui ne la voyait comme relation, et de ce fait, elle s'est sentie abandonnée et elle a surestimé entre guillemets sa relation avec cet homme marié. Voilà pour toutes les personnalités que j'ai pu constater, en plus de celles qui ont déjà été identifiées lors du procès. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que lorsqu'elle a été incarcérée, elle a eu des relations sexuelles avec deux des gardiens de prison, de la prison dans laquelle elle a été internée. Et ces deux personnes ont d'ailleurs été radiées. Et une fois qu'elle a été transférée dans une autre prison, à cause de cette affaire, elle a continué à avoir des relations avec des co-détenus. Mais ce qu'on peut retenir par contre, c'est que pour les co-détenus, il n'y a rien de particulier. Et puis les êtres humains restent des êtres humains, donc les relations sont d'un besoin naturel, on va dire. Mais ce qu'on peut noter, c'est que dans la première prison où elle était, elle a eu des relations sexuelles avec des hommes qui avaient un certain pouvoir par rapport à leur statut. Et que ça ne change pas. Ce profil, ce trait de caractère de Suzanne,
Smith ne change pas. Donc la conclusion, c'est que pour moi, c'est plus complexe qu'on ne le pense. En ce qui concerne savoir pourquoi Susan Smith a tué ses enfants, mais contrairement au cas classique de maltraitance d'enfants qui finit par la mort de ces enfants, on peut plus associer ça à une pathologie psychologique. Donc on peut voir que si Susan Smith en est arrivée à tuer ses 2 enfants alors qu'elle n'a aucun antécédent de violence ni de comportement agressif ou de maltraitance envers ses enfants et qu'elle n'a même pas de casier judiciaire, c'est plus proche du fait qu'elle a un profil psychologique ayant des troubles de la personnalité auxquels on peut associer, donc comme on l'a dit, je le rappelle, comme le dit la défense, il y a la personnalité dépendante, qui est un trait de caractère et qui est une personnalité qui est très proche de celui de Susan Smith. La dépression est indéniable et notamment, moi je pense que quelques points de personnalité borderline et histrionique sont aussi des profils intéressants en ce qui concerne Susan Smith. On en a fini avec le cas Susan Smith. Je vous laisse méditer là-dessus et à la prochaine analyse. Ciao!